Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto, me vejo, me formo, existo. Agora e por mais 30 anos, e 30 anos depois disso. Me apresento e me represento como arte, carne, corpo e movimento. Me sinto. Me vejo. Me formo. De todas as formas, existo. Boa noite, bonjour à tous, bonsoir à tous. Hoje nós começamos mais um Mix Literário, a quinta edição, uma edição muito especial, porque a gente completa 5 anos de existência, junto com os 30 anos do festival, esse ano. Então, temos todos os motivos para celebrar, ainda mais agora. O Mix Literário ele começou bem quando o Bolsonaro foi eleito, né? Então, todos esses anos de resistência foram anos também de resistência contra o Bolsonaro. Então, é motivo triplo aqui para a gente celebrar, então, a saída dele, os 5 anos do Mix Literário e os 30 anos do festival. Estamos celebrando também um momento muito importante hoje com a Leonor de Recondo, porque é o nosso primeiro encontro internacional aqui no Mix Literário. A gente espera, sinceramente, que esse seja o primeiro de muitos encontros, que a gente possa criar cada vez mais um diálogo entre autores de diversas nacionalidades. E essa é uma primeira tentativa nossa. Eu vou apresentar brevemente o trabalho da Leonor, em português. Eu vou fazer algumas perguntas em francês para ela vai me respondendo aos pouquinhos, pedacinhos, e eu vou tentando traduzir simultaneamente aqui para vocês, tá? A gente vai fazer uma conversa mais ou menos de uns 50 minutos, e se vocês quiserem, eu tenho um tempinho para vocês fazerem perguntas também, tá bom? Quem quiser falar francês pode falar francês, senão eu traduzo, tá bom? Bom, vamos lá. A Leonor de Recondo, ela é uma violinista e escritora francesa, nascida em 76. Ela começou a tocar violino aos 5 anos de idade, estudou nos Estados Unidos e seguiu carreira na música. Em 2010, ela lançou o seu primeiro livro, o romance La Grâce du Cyprès Blanc, A Graça do Cipreste Branco. Seu quarto livro, Amores, que a gente vai comentar aqui, ele obteve o Grand Prix RTL Lire 2015 e o Prix de Librairie 2015. Em 2017, lançou o Ponto Cardial, que foi laureado com o Prix du Roman des Étudiants Français Culture Télérama, que a gente vai comentar também aqui o Ponto Cardial. Bonsoir Léonore, bienvenue au Brésil, Merci. à São Paulo, à Mix Littérario. Merci, je suis très heureuse d'être là et de fêter ces 5 ans avec vous et ça s'ouvre, là quelque chose s'ouvre à la fin de Bolsonaro et j'espère plus de liberté. Sim. Ela comentou, né, que ela fica feliz de estar nesse momento de comemoração do festival e que espera que a cultura brasileira se abra aí após a saída do Bolsonaro. Léonore, la première chose que je voudrais te demander, c'est comment c'était ce passage entre la musique et la littérature. Parce que je crois que tous les artistes admirent beaucoup les musiciens. La musique, c'est l'art la plus basique. Pourquoi tu t'es intéressé à la littérature et comment s'est passé ce passage dans ta vie? Je crois que c'est la lecture qui m'a d'abord menée à l'écriture. Toute ma vie, comme tu disais, j'ai appris très tôt à jouer du violon, mais la lecture était toujours là, et puis l'écriture sous plusieurs formes,
Et finalement, la publication est arrivée plus tard dans ma vie, mais la lecture et la littérature étaient là. Eu perguntei para Leonor como que foi essa passagem, né, de ser uma música desde muito pequenininha, uma musicista, e para literatura, né? Ela falou que mesmo que ela tenha publicado o seu primeiro livro relativamente tarde, que ela sempre se interessou pela leitura. A leitura sempre foi muito, muito presente na vida dela desde sempre. Je crois que la culture française, le livre est très, très présent. À nous c'est un peu surprenant d'écouter ça, que quelqu'un d'autre, même dans les métiers de la culture, s'intéresse au livre. Alors oui, ça c'était une découverte pour moi parce que finalement j'ai vécu ma vie d'artiste, de musicienne et puis la vie d'autrice en France, et j'ai vu que les musiciens, en tout cas, sont moins bien traités en France que les écrivains. Je pense que les écrivains sont les artistes. Enfin, il y a une sorte d'aura autour de la littérature en France qui fait que si on doit faire une petite pyramide, c'est la littérature qui est très haut en France. En tout cas, moi, je l'ai ressenti que les musiciens, c'est un peu une forme de divertissement. Et dans la littérature, il y a cette intelligence particulière. Eu perguntei para ela um pouco mais sobre essa questão, porque todo mundo admira muito os músicos, né? Acho que mesmo os outros artistas veem a música como uma arte de base. E perguntei, né, como que é isso, de por que uma música quer se tornar escritora, né? Porque aqui no Brasil isso parece absolutamente surpreendente, porque as pessoas não gostam tanto assim de ler. E ela me falou que na França é como se fosse o escritor, ele está no topo da pirâmide do artista, né? O músico é mais o divertimento, né? Então existe culto ao escritor. Et je voulais juste dire, dans l'enseignement aussi que l'on a à l'école, tous les autres arts, finalement, on apprend un tout petit peu des cours de musique, un tout petit peu des cours d'art plastique, mais c'est vraiment la littérature qui a la place noble dans notre éducation institutionnelle. Ela fala que mesmo na escola, né, eles têm um pouquinho de música, um pouquinho de artes plásticas, mas institucionalmente é a literatura mesmo que toma a maior parte da educação e na cultura francesa como um todo mesmo. On admire beaucoup ça. Je voudrais commencer à parler un peu sur tes deux livres publiés au Brésil. On pourrait commencer par Amour. Je vais parler rapidement sur l'histoire du livre pour les personnes et après je te demande. Vou começar a fazer algumas perguntas sobre o Amores, que é o primeiro romance dela publicado aqui no Brasil, né? Super premiado lá na França. Vou apenas falar rapidamente, porque não sei se o livro circulou muito. Amores conta a história de Victoire, que é uma moça que vive em cerca de 1908, no começo do século XX, final do século XIX, a Belle Époque francesa. Ela mora no interior da França, portanto, ela vê de uma maneira mais distanciada a cultura de Paris. E ela começa, a partir de um determinado ponto, ter uma relação com a empregada da casa, que a empregada da casa ela é abusada pelo marido da dona da casa, ela fica grávida e essa gravidez une as duas. Esse é o mote principal da história. Je voudrais te demander, Léonore, sur Amour. La première chose qui m'a beaucoup étonnée, c'était comment la question du genre et de la sexualité, elle vient mélanger avec la question des classes. Oui, c'est vrai. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en parallèle deux corps de femmes dans un huis clos qui est finalement dans une maison où se retrouvent les deux classes sociales, celle de la domesticité et la classe plus haute, disons, et de voir comme ces deux femmes, chacune à leur manière, sont emprisonnées justement dans leur classe, et que leur corps est l'endroit de la prison, en fait.
Ela disse que o principal para ela era querer mostrar essa questão da casa, principalmente, como essas pessoas estão com os corpos aprisionados por essas casas e por essas classes sociais também, né? Tanto, por exemplo, a personagem da Victoire, que é de uma classe mais alta, quanto a personagem da Celeste, por exemplo, que é a empregada, elas estão aprisionadas por uma condição de classe que para ela interessava muito explorar junto com a questão do gênero e da sexualidade. Et je veux juste préciser que le livre se passe en 1908, que c'est avant la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918, où la plupart des hommes sont partis faire la guerre, et c'est un moment à partir de 1914 où les femmes trouvent une place dans la société un peu plus importante. Mais en 1908, on est encore dans le 19e siècle, et les femmes, quelle que soit leur provenance sociale, sont très 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 peu instruites. Et je voulais mettre en parallèle le peu d'instruction intellectuelle avec la méconnaissance de son corps. Ela fala de uma questão muito importante da mulher no começo do século XX, porque a mulher ela só começa a sair para fora e ter um pouco mais de independência devido à Primeira Guerra Mundial. E então esse livro se passa um pouquinho antes, em que ainda existe um clima, digamos, efervescente da Belle Époque, mas ainda é muito fechado, né? E ela queria mostrar como tanto nas classes mais altas quanto nas classes mais necessitadas existe essa prisão da época, né? Essa prisão muito forte. Et quand j'écris ce livre, on est en 2013. En France, et c'est le moment où il y a cette loi qui va passer sur le mariage pour tous. Et ça a provoqué un énorme débat en France et une énorme scission où il y avait vraiment de grandes manifestations contre le mariage pour tous, et qui, moi, me semblait tout à fait incompréhensible qu'on puisse encore aujourd'hui douter du fait qu'on puisse se marier avec qui on veut. Et j'ai écrit aussi ce livre pour essayer de voir les racines de comme on veut contrôler le corps, on veut contrôler la sexualité, et donc on contrôle une société. Ela falou que o principal objetivo dela escrever seu livro foi investigar as raízes dessa opressão, porque a gente ainda vive muito forte isso. O livro foi publicado num momento em que havia toda a discussão na França sobre o casamento para todos. Vocês sabem, houve, por exemplo, 500 000 pessoas sont allées dans la rue contre le mariage gay, n'est-ce pas? Acho que 500 000 pessoas foram para as ruas contra o casamento para todos na França, mas, ao mesmo tempo, a França é essa sociedade que é progressista. En même temps, c'était le premier pays qui a pratiqué le mariage pour tous après cette manifestation. Je crois que la France est toujours comme ça. Il y a une partie très conservatrice et en même temps très, très révolutionnaire pour tout le monde, n'est-ce pas? Et cette époque de ton livre, La Belle Époque, c'est une époque qu'il y a déjà une certaine ouverture, mais c'est quand même très, très fermé. Comment s'était recherchée cette époque qui est dans l'imaginaire de tout le monde? Alors, c'est-à-dire, il va y avoir en Europe et en France un moment d'une très grande ouverture et d'une très grande liberté sexuelle, juste après la Première Guerre mondiale, justement, plus ou moins entre 1919 et 1929, avant la crise économique. Là, il y a 10 ans où tout est possible. Et aussi parce que je pense qu'il y a eu tellement de morts et le désir de vie était extrêmement puissant. Mais là, en 1908, il y a quand même une forme de rigidité extrême, alors avec de nouvelles idées, mais ce livre se passe en province. Et je voulais aussi montrer comment pouvaient vivre les femmes dans des petites villes qui sont quand même assez loin des idées d'avant-garde parisienne, mais ces idées d'avant-garde parisienne, elles sont très marginales, finalement. Ce n'est pas ce qui se passe au jour le jour pour la vie des Françaises.
Ela comenta que, nesse começo do século XX, ela percebe que realmente, como ela já havia comentado antes, a grande diferença vai acontecer principalmente a partir de 19, com o fim da Primeira Guerra, até 1929, esses 10 anos extremamente especiais que foram muito importantes para as mulheres. Então, mesmo que ela tenha construído um livro que se passa na Belle Époque, a gente deve considerar que, por exemplo, o livro se passa no interior da França, onde esses reflexos de algumas coisas novas que existiam na Belle Époque, que está no nosso imaginário, não chegavam tanto para essas famílias, né? Tu as dit sur les influences parisiennes ou mondiales qui arrivaient dans les villes de Provence. Je me rappelle très bien qu'au début du livre, Victoire, elle lit Madame Bovary, par exemple, que c'est encore un livre très polémique jusqu'à nos jours. Et oui, c'est un peu cette image de la femme de la Provence. C'est un livre qui t'a influencé. Comment c'est l'impact de Flaubert sur ton livre? C'est-à-dire que comme ce livre se passe j'ai relu évidemment toute cette grande littérature du 19e siècle en France, dont Flaubert, Maupassant, et notamment Madame Bovary, qui en effet à l'époque est un livre très, très polémique parce que c'est un portrait de femme adultère. Et donc ça, c'est une sorte de Madame Bovary aujourd'hui, disons. Donc c'est un hommage à Madame Bovary. Et ce qui me plaisait aussi, c'est une sorte de petite provocation, c'est que cette femme, Victoire, il y a deux choses qu'elle fait quand elle se marie. C'est lire Madame Bovary, puisqu'on lui a interdit de le faire jusque-là, et son mari lui dit que c'est un ramassis de merde, de toute manière, ce livre. Et l'autre chose, c'est de se voir dans un miroir en entier, parce que en me documentant pour écrire le livre, j'ai lu que dans l'éducation des femmes bourgeoises, la plupart du temps, elles n'avaient pas de miroir en pied. C'était que des petits miroirs. Et je me suis demandé quelle image, quelle identité on peut se créer à l'intérieur de soi si on ne connaît que des petits bouts de son corps. Et finalement, cette femme qui se connaît si peu et qui donc ne trouve pas sa place dans le monde va un jour se regarder nue, entière, dans un miroir. Mais ça, elle ne peut le faire qu'après son mariage. Eu perguntei para ela sobre a influência um pouco de Madame Bovary, grande clássico do Flaubert, porque a personagem principal de Amour, a Victoire, ela, em um determinado momento, ela lê escondido esse livro, que é uma espécie de uma história espelhada da própria Victoire, porque Madame Bovary, como vocês sabem, também é uma moça do interior da França que recebe esses reflexos de uma cultura libertária em Paris, mas que tem um destino repressor e trágico, né? Em determinado momento no começo do livro, eu comentei com ela, a Victoire está lendo esse livro escondido do marido, né? E ela me disse que sim, que isso foi uma influência, que ela voltou para esses clássicos do século XIX, e que a influência de Madame Bovary é duas. Primeiro, claramente na cena, que ela está lendo escondido do marido, então para ela é uma forma de resistência. E ela fez uma associação dessas leituras escondidas com algo muito importante da história, que é a questão de que as mulheres nessa época, elas se enxergam em pequenos espelhos. Elas não têm a visão do seu corpo todo, são pequenos espelhos. Ela tem acesso a um espelho grande só muito tempo depois para enxergar o seu próprio corpo. Então, essas leituras escondidas, esses pequenos espelhos, são essa metáfora maior que ela quis trazer no romance. Je vais faire une autre question. Une chose que j'ai trouvée très, très intéressante dans ton livre, c'est que les hommes ne sont pas nécessairement des vilains. Par exemple, le mari de Victoire, évidemment qu'il est un homme d'une époque, même à nos jours, où il y a beaucoup de privilèges, de petites violences commises par la masculinité, mais en même temps, il est doux, il est compréhensif. On va parler aussi évidemment de Point Cardinal, où il y a aussi un peu cette question
une femme qui n'est pas très compréhensive avec son ami, et après elle est un peu plus. Donc ce n'est pas comme on espère des livres qui sont faits pour être livres identitaires. Oui, c'est-à-dire je voulais que le personnage d'Anselme, donc qui n'a pas forcément le plus beau rôle dans le texte, je voulais qu'il soit subtil, c'est complexe. Lui-même, il subit son éducation. C'est-à-dire il subit l'éducation d'un homme au XIXe siècle à qui on n'explique rien de la sexualité non plus, et qui aimerait être aimé de cette femme, qui ne comprend rien de cette femme, et qui a des sortes de tentatives comme ça d'amour qu'il n'arrive pas à se faire aimer, et en même temps qui ne se pose pas la question du pouvoir qu'on lui donne depuis toujours, c'est-à-dire d'une forme de pouvoir. Enfin, il ne se rend pas du tout compte qu'il viole Céleste. Il pense que ça fait partie elle fait partie de la maison, elle fait partie des meubles, c'est quelque chose qui se fait. Et en français, il y a cette expression qui est la bonne à tout faire, et c'est vraiment la bonne à tout faire dans le sens le plus large du terme. Donc oui, il est complexe parce qu'à la fois il a de la tendresse pour sa femme, il l'aime, et en même temps il est dans une incapacité à se remettre en question, et il subit l'éducation et la lourdeur de ce temps lui aussi. Eu perguntei para ela sobre uma questão da construção das personagens, porque, por exemplo, particularmente o marido da Victoire, ele é esse homem do começo do século XX, que tem todos os seus privilégios, que comete todas essas pequenas violências quase invisíveis cometidas pela masculinidade tóxica, mas, ao mesmo tempo, ela não representa esse personagem como um vilão caricato. Né? Ela é muito generosa com todos os personagens. E eu perguntei sobre isso, ela me disse que sim, que ela queria mostrar como esse homem, ele também, de uma certa forma, é vítima dessa estrutura social. Que ele fala, por exemplo, ela disse que ele não sabe que quando ele tá violando, está estuprando a empregada, dentro do horizonte daquela época, que ele estava cometendo uma coisa terrível. Né? Então tem essas ambiguidades que humanizam os personagens e tornam eles um pouco mais complexos, porque ele é suave, ele tenta ser compreensível, ele faz um esforço de entender algumas coisas. Je crois qu'un des grands thèmes de tes romans, c'est justement le corps. La découverte du corps. Toute la narrative me paraît structurée pour montrer comment marche le corps à chaque instant de ces histoires. C'est comme ça, tu pourrais nous parler un peu sur cette recherche du corps dans tes romans en général? Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est un peu inconscient dans mon travail, et au bout de maintenant plusieurs romans écrits, je me rends compte que quasiment à chaque roman, c'est le corps qui est le vecteur de l'émancipation. C'est-à-dire que ce soit là, finalement, ces femmes en 1908, parce qu'elles découvrent le désir, parce qu'elles découvrent l'amour, parce qu'elles vont trouver leur place dans le monde, elles vont s'émanciper de la société. Et pareil, Lorraine, qui va apparaître au cours du roman de Point Cardinal, c'est à travers le corps, c'est à travers son corps que Lorraine va exister. Et alors, j'ai pas vraiment d'explication pour ça. Alors j'ai peut-être deux choses. Alors d'abord, d'un point de vue d'écrivaine, je pense que c'est assez difficile d'écrire le corps. Comment est-ce qu'on écrit le corps? Et je pense qu'on peut écrire des idées, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui échappe. C'est-à-dire, il y a des moments où notre corps nous échappe et il dit autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il y a... après, je m'arrête pour que tu puisses traduire.
Et il y a aussi le fait que peut-être, comme je suis violoniste, musicienne et que j'utilise mon corps comme moyen d'expression, finalement, ça se retrouve dans la littérature. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit, que peut-être que finalement, l'union entre la musique et la littérature, c'est le travail sur le corps. Eu vou começar pelo final. A última coisa que ela disse, que primeiro eu perguntei sobre a questão do corpo, como a questão do corpo parece fundamental nos romances dela, nesses dois, em outros também, a descoberta do corpo, né? Ela me falou que sim, que ela não sabe muito bem explicar racionalmente por que esse é o foco da obra dela, mas que sim, esse é o foco. Ela acha que esse interesse vem, em primeiro lugar, pela música, porque ela usa muito o corpo dela para tocar o instrumento e se expressar através da música. Então, essa corporalidade já vem da música bastante, né? E, ao mesmo tempo, ela se interessa muito pela maneira como, às vezes, o corpo está contando uma outra história diferente daquela que está acontecendo, né? O corpo está contando uma história e a situação, as ideias, enfim, as reações são outras. E, realmente, nos romances, ela explora muito bem isso em cada capítulo, no território da casa, principalmente, como os corpos estão se comportando, né? C'est très intéressant comment cette question du corps apparaît surtout dans les maisons. N'est-ce pas? La maison, c'est un espace très, très important pour toi aussi, pour analyser la répression, les petites possibilités de liberté. En amour, il y a la chambre des célestes, il y a peut-être la cuisine. Dans Point Cardinal, on espère le moment où la famille va voyager pour qu'ils puissent utiliser la maison d'une autre manière. Comment c'est cette relation? Comment tu as construit dans les romans cette relation de la maison si détaillée avec le corps? Je ne sais pas si tu voudrais parler quelque chose sur. Oui, alors je pense que la maison, c'est un lieu très intéressant parce que c'est un lieu des habitudes. Donc et aussi, c'est un lieu où on peut y bouger sans être vu. Donc c'est un endroit où il y a une forme de relâchement de nous-mêmes qui fait qu'on habite l'espace d'une manière plus libre. Et je trouve que moi je me dis que c'est toujours intéressant pour un personnage, mais je dirais aussi peut-être au cinéma, mais de voir un personnage circuler chez lui, alors on le voit autrement. Et dans ces deux romans, en tout cas, la maison est un lieu très important, puisque le premier, comme on disait, c'est le lieu du parallèle entre ces deux femmes. Et dans Point Cardinal, c'est le lieu du travestissement, c'est le lieu où Laurent est protégé du regard des autres et où c'est le premier lieu où elle peut exister. Elle est dans cette sphère-là qui va s'ouvrir petit à petit, mais le premier endroit, mis à part le bar où Mathilda va danser, c'est la maison. Eu perguntei para ela pouco da relação entre essa questão do corpo e a questão da casa, porque a grande parte dos capítulos nos dois romances se passam exatamente dentro da casa, e essa relação do corpo se expressando sem saber dele mesmo, da sua própria expressão, dentro da casa onde ele deveria estar confortável, né? E é exatamente isso que ela disse. Ela acha que esse espaço, para nós que estamos vendo um filme ou estamos lendo um livro, a casa é esse lugar onde a gente pode flagrar esses corpos, essas pessoas acontecendo despreocupadamente. Ou então a gente pode olhar para essas pessoas de um outro modo, né, no seu cotidiano. Torna ou mais próximo ou mais estranho, né? Então, e ela cita alguns exemplos em que acontece isso nos dois romances, né? Eu falei também no Amour, por exemplo, você tem um espaço da casa que é onde elas conseguem ser livres, a Victoire e a Celeste, que é o quarto da Celeste, assim como outros espaços da casa, a cozinha, etc. Então, ela quis trabalhar mesmo a casa como esse espaço tanto de repressão quanto de libertação, em diferentes momentos. No caso do Ponto Cardeal também,
porque eu perguntei, né, o personagem ele também se utiliza dessa casa, ele espera um momento, por exemplo, que a mulher dele vai viajar para que ele possa ser mulher dentro de casa, para que ela possa ser mulher dentro de casa. Né, o primeiro nome era Laurent, depois vai ser Mathilda. A Mathilda, ela só se veste no carro ou no bar, em outro lugar, parce qu'elle s'habille seulement dans la voiture, dans le bar, pas dans la maison. C'est la première expérience, n'est-ce pas? C'est ça, et la maison est vécue aussi du coup comme le lieu de la trahison, puisque si Mathilda existe dans la maison, c'est le début de la vie de Mathilda, parce qu'elle n'est plus dans la marge, elle est dans le cœur, dans le foyer familial. Et donc ça, je pense que Laurent sait très bien que si Mathilda commence à marcher et à explorer toute la maison, et c'est ce qu'elle va faire, Mathilda, elle va aller dans la cuisine, elle va aller dans le salon, elle va aller dans la chambre des enfants, elle va s'installer, elle va regarder le plafond de la chambre de sa fille, elle va regarder la chambre de son fils, elle va, et elle sait qu'elle est en train de marcher dans le territoire familial et que donc ça lui donne cette puissance. Et ça y est, c'est le début de sa vie. C'est le début, elle sort du placard en entrant dans sa maison. Ela diz que é muito importante esse momento da cena do Laurent se vestir de Mathilda, da Mathilda aparecer dentro da casa, porque realmente é a primeira vez que ela pode, é o começo da afirmação da existência da Mathilda. Se ela não pudesse estar na casa, essa existência nunca iria se afirmar. Então ela fala, era muito importante que a Mathilda pudesse estar de Mathilda, visitando a sala, a cozinha, o quarto dos filhos, o seu próprio quarto, e pudesse a Mathilda experimentar aquela casa, não apenas o Laurent. Une autre question, pour les deux livres, mais surtout pour Amour, on voit une relation très forte entre le désir, le plaisir, et aussi la maternité, la paternité. La question de la maternité et de la paternité apparaît dans les deux romans, comme je crois que le désir et la maternité, les enfants sont comme des compléments. Dans la modernité, quelquefois, on voit des narratives qui montrent juste le contraire, n'est-ce pas? Tu as pensé sur ça? Comment c'est cette relation entre la maternité et la sexualité dans les deux livres? Alors, dans Amour, pour moi, la maternité, c'était le début de l'existence du corps de chacune. C'est-à-dire, pour remettre en parallèle, Victoire, la bourgeoise, si elle n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari, donc, dans cette société-là, à ce moment-là de son statut social, cette femme n'existe pas. On lui a toujours dit, ne t'occupe de rien, fais des enfants. À l'inverse, Céleste, la bonne, si elle tombe enceinte, et c'est ce qui va se passer, si elle tombe enceinte, elle perd son travail. Il n'y a rien de pire pour une bonne que de tomber enceinte parce qu'on la vire, elle perd son travail. Donc, au cœur de cette maison, il y a deux femmes qui vivent la maternité de manière complètement opposée. Jusqu'au moment, donc une qui se sent vide, qui n'existe pas, Victoire, et Céleste, parce qu'elle est pleine, qui risque de tout perdre. Et donc c'est quand Victoire va voir le corps de Céleste par hasard, enceinte, nue, elle va comprendre, enfin il y a quelque chose d'elle qui va, d'abord c'est la première fois où elle va voir un corps nu de femme enceinte, et il y a quelque chose là qui va se jouer et qui va se libérer, elle va aimer ce corps-là. C'est la première fois qu'elle va aimer un corps, et donc elle se regarde aussi dans le corps de Céleste. Eu perguntei pouco sobre a questão de como o desejo, a descoberta do prazer, a descoberta da sexualidade, ela está muito ligada nos dois livros com a questão da maternidade e da paternidade. No caso do Amour, a questão da maternidade
ela respondeu dizendo que está totalmente ligado mesmo as duas questões, porque na história começa assim: a Victoire, em determinado momento, ela flagra essa empregada Celeste no quarto dela, roubando um corset, um espartilho, para poder esconder a gravidez do dono da casa, que o dono da casa tinha praticado nela. Né? E é a primeira vez, ao contrário do que a gente imagina, a Victoire ela não fica muito brava, ela admira o corpo da Celeste. Ela admira profundamente. É a primeira vez que ela vê um corpo nu, inteiro, e uma mulher grávida. Então vem tudo junto para ela, a potência do corpo da mulher, do desejo, e, ao mesmo tempo, a questão da maternidade. Uma outra questão que ela trouxe muito importante, ela queria mostrar dois lados opostos da sociedade francesa na época. Porque, no caso da Victoire, é esperado dela que ela só vai se realizar enquanto mulher, enquanto ser humano, quando ela tiver filhos. Né? E existe toda uma questão que ela não sabe se ela ou seu marido são estéreis. Il y a la question de la stérilité aussi, n'est-ce pas? Essa questão da esterilidade, que ela não sabe, e de repente ela vê a empregada grávida do marido dela. E, ao mesmo tempo, a empregada ela é aquela que não poderia, de maneira alguma, ao contrário da Victoire, a Celeste não poderia engravidar, e é exatamente ela que engravida com toda essa potência da maternidade. Então, ela queria colocar esses dois opostos se encontrando. Oui, et finalement, c'est cet enfant qui va naître et que Victoire va adopter, Adrien, ce bébé qui va faire que ces deux femmes se retrouvent. Ces deux femmes s'aiment, et Victoire est Céleste, mais Victoire, il y a quelque chose chez elle qui s'ouvre en elle. Elle découvre le monde en découvrant le corps de cette femme. Et c'est vraiment par le désir et par la sexualité qu'elle va s'ouvrir au monde et trouver sa place. E é através dessa maternidade, dessa criança que une elas, que ela vai, inclusive, dessa experiência da maternidade que ela traz para ela também, né, a Victoire, que ela vai conseguir se abrir para o desejo, se abrir para a sexualidade e, finalmente, viver isso plenamente. Et dans Point cardinal, je voulais que le personnage dise je suis père et je suis une femme. Et ce rapport à la parentalité, ce rapport à la paternité ne change rien au fait d'être une femme. Et je pense que d'abord, c'est une question qui m'intéressait énormément, mais j'ai voulu construire tout le roman autour de ce possible d'être père et femme, et de ce que peut représenter une telle phrase dans une famille, pour les enfants, pour l'épouse, et toutes les déflagrations que ça va, tous les échos que ça va avoir autour de la famille, ensuite les amis, ensuite le travail, cette simple phrase de « je suis père et je suis une femme ». E no caso do ponto cardial, ela diz que a frase principal que orientou toda a escritura do livro, a criação do livro, eu sou pai, mas eu também sou mulher, que é a experiência que o Laurent Mathilda vive no livro. Então, todo o livro é estruturado nesse sentido, para entender como é a reação de cada pessoa da família, a mulher, os filhos, os amigos, as pessoas do trabalho, les compagnons du travail aussi, para entender como o entorno da Matilda está enxergando essa questão de se é possível você ser mulher e ser pai, continuar sendo pai. C'est très intéressant, comme je disais tout à l'heure, la manière dont on espère que les femmes autour de Laurent vont réagir tranquillement, et que les hommes, évidemment, vont avoir beaucoup plus de préjugés. Mais ce n'est pas exactement ce que se passe. Tu voudrais commenter quelque chose? Oui, bien sûr. Alors pareil, je voulais essayer de faire les choses subtilement. Je pense que, en plus, souvent dans la vie, parfois, on pense que les amis très très proches vont nous soutenir, mais là, les amis, en fait, se sentent trahis.
il y a une trahison de quelque chose qui est, en tout cas, de la meilleure amie de Laurent, de quelque chose qu'elle n'a pas vu et qui lui semble beaucoup plus insupportable, cette trahison, que ce que lui dit Laurent. Donc il y a l'amie, et puis après il y a les autres personnages, qui l'épouse et les enfants. Mais dans l'amitié, en effet, parfois on se trompe sur comment réagissent nos amis. Estava perguntando pouco da reação das pessoas ao redor, como ela quis estruturar isso, porque é muito surpreendente, como também a gente já comentou a respeito do primeiro romance do Amores, que não necessariamente as mulheres são vítimas e os homens são vilões, né? E ela cita exemplos, por exemplo, na família, por mais que a mulher, por exemplo, tenha vários preconceitos, a outras pessoas da família, existe um certo grau de tentativa de compreensão acontecendo. No caso do trabalho, era esperado que todos os colegas homens do Laurent Matilda fossem reagir com preconceito, e ele esperava o apoio principalmente de uma amiga, que era sua amiga mais próxima, sua confidente, e que é a pessoa que acaba reagindo de maneira mais agressiva, violenta. No final, a gente acaba descobrindo, como ela própria disse, que era apenas porque ela se sentiu ressentida pelo fato da Matilda não ter contado para ela antes sobre a experiência da transexualidade e ter descoberto junto com todo mundo. Parce que elle était un peu ressentie de ne pas avoir avant sur l'expérience, n'est-ce pas? Oui, elle se sent trahie dans son amitié. Elle comprend pas. Elle reste centrée sur elle-même. Elle comprend pas ce que vit Laurent. Ela diz que realmente foi uma questão dessa amiga. Ela não esperava. Ela se sentiu traída, né? Essa é a palavra. Ela se sentiu realmente traída. Era algo que ela não esperava. Ela recebeu em todo mundo, né? Une autre chose qu'on pourrait discuter peut-être, c'est cette question, en général, des existences intermédiaires, de la question pas seulement de la transition de Laurent comme transsexuel, mais aussi tous les types de transitions que les personnages passent dans ces deux romans. Parce que dans l'amour, par exemple, même quand la relation entre Céleste et Victoire est établie, il y a beaucoup d'autres choses à résoudre. Il y a un grand changement qui se passe dans Victoire et aussi Céleste. Comment tu as pensé à structurer ces petites transitions qui sont très importantes et on ne va pas beaucoup dans la narrative? Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller d'un point à un autre, et que justement la subtilité de toutes ces transitions, de comment tout est complexe en fait, et même si ces femmes s'autorisent et vivent cet amour avec force, elles sont rattrapées par d'autres questions, et je voulais montrer l'ambivalence des émotions que les personnages, en tout cas pour Amour, dont elles sont parcourues, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Eu perguntei pouco sobre a questão desses personagens que estão sempre em transição, porque não necessariamente apenas existe a transição da transexualidade da personagem do Laurent Matilda, mas também o tempo todo ela está mostrando essas pequenas mudanças. Eu citei o caso do Amour, em que mesmo quando as moças, a Victoire e a Celeste, elas conseguem se unir numa história de amor e cuidar da criança, ainda tem várias transformações que elas têm que enfrentar, porque elas próprias estão entendendo esse estado novo que elas estão vivendo, de uma história de amor que é escondida, e sendo duas mulheres, várias outras coisas, mas também elas entendendo a existência delas, como isso, a relação delas, parce que la relation entre Céleste et Victoire, d'une certaine manière, donne la liberté, mais mettent en cause justement tous les autres emprisonnements qu'elles ont dans leur vie, n'est-ce pas?
porque tem essa liberdade delas, ao mesmo tempo de estarem juntas, ressalta todas as outras coisas que estavam ao redor delas, que estavam aprisionando. C'est pour ça peut-être que tu as pensé de représenter ces voyages à Paris, n'est-ce pas? À Point Cardinal aussi, il y a un très important voyage pour la découverte de cette identité. On a déjà parlé un peu. Comment c'était important pour toi explorer cette question de la liberté dans un voyage à Paris? Oui, alors je pense que de toute manière, en 1908, Paris, c'était le lieu libre des libertés, et puis le lieu où il se passe d'autres choses qu'en province, et aussi c'est le moment où ces deux femmes ne sont pas dans leur maison. Elles sont loin, elles se sentent beaucoup plus libres. Et pour Céleste, qui est la bonne, c'est une forme de voyage complètement fou, de partir, de prendre le train. On imagine ce que ça pouvait représenter. Et je voudrais juste revenir sur ta précédente question, la question de la transition dans Point Cardinal. Et pour ajouter que ce qui m'a intéressée dans Point Cardinal aussi, c'est le travail de la langue. Justement, quand on est dans une zone indéfinie, comment on écrit une zone indéfinie quand on a comme outil la langue française qui est tout à fait définie, masculin, féminin. Et ça, c'était un travail d'écrivain très intéressant, d'essayer de trouver, sans utiliser la langue inclusive ou des pronoms comme yel, je voulais tenter de trouver une manière d'écrire ce moment, et surtout, je me demandais si un personnage, si on peut exister en tant que personne, si rien ne nous définit dans la langue. Et il y avait aussi ce questionnement profond pour Lorraine, de se demander si elle existe vraiment dans cette société, si il n'y a pas de mots pour elle. Ela está pensando nessa questão das palavras que definem essa transição, né? Da Lorraine, que era o Laurent, procurando palavras que possam definir esse momento da transição e que não existem, né? E são esses exatamente momentos que ela está querendo representar. Ela fala que foi uma pesquisa importante do ponto de vista da linguagem mesmo, da própria escritura do romance. J'ai vu qu'il y a des moments où Laurent commence à utiliser, ou le narrateur qui est très proche du personnage, il commence à utiliser soit les pronoms masculins, soit les pronoms féminins. Après, il utilise seulement les pronoms féminins. Oui, il y avait une sorte de glissement comme ça du il au elle dans le roman, qui est lié à Lorraine, qui apparaît de plus en plus dans le roman pour être complètement là à la fin. Et ça, c'était certainement, enfin je ne sais pas après, en tout cas, ce travail-là sur la langue dans ce texte était extrêmement particulier. Je ne l'avais pas vécu avant. Alors c'est toujours difficile d'écrire, de trouver les mots justes, mais là, mon personnage se retrouvait dans un endroit de la langue où il n'y a pas de mots. Et ça, c'était ça, c'était un moment très fort. Et évidemment, est-ce que, s'il n'y a pas de mots, ça veut dire que ça n'existe pas dans une société. Les mots représentent notre société, représentent l'état de notre pensée. Et donc, quand les mots commencent d'apparaître dans le dictionnaire, on se dit « Ah, les choses avancent », mais tant qu'il n'y a pas de mots, est-ce que ça existe? Essa questão da linguagem foi muito importante para ela, porque ela sabe como a questão de os nomes se as coisas não têm nome, elas não têm existência, né? Então, isso foi muito importante. Ela tentou trabalhar isso de diversas maneiras, ela nunca tinha trabalhado isso num romance, foi extremamente desafiador. Uma das coisas que ela trabalhou
no ponto cardinal principalmente, foi essa questão de tem um determinado os pronomes eles deslizam. Ela estava falando de como a língua francesa, assim como a língua portuguesa, ela é muito bem definida na questão do masculino e do feminino, né? Então, ela achou uma maneira de, conforme ele ia transicionando, o narrador, que está muito próximo do personagem, através do discurso indireto livre, ele vai trocando os pronomes. Primeiro ele mistura o ele, o ela, il, elle. Depois ele começa a deslizar cada vez mais para o ela. Não é uma passagem marcada, é um deslizamento que vai acontecendo gradualmente, né? Je voudrais profiter de ta présence pour te demander un peu sur peut-être un peu le métier des narratives sur LGBT en France maintenant, parce que on fait ce travail ici il y a 5 ans. On a observé que au Brésil, on a commencé à produire des narratifs comme ça. Il y a évidemment qu'il y a des grands précurseurs dans la littérature, dans l'art, pour parler plus ouvertement sur la sexualité et le genre. Mais la chose a vraiment commencé, ça fait 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Et on voit beaucoup de livres, comme je te parlais tout à l'heure, qui sont très préoccupés à faire, de montrer des questions identitaires d'une manière très ferme peut-être, quelquefois, des livres qui quelquefois ne montrent pas beaucoup cette chose de la complexité. On commence maintenant à recevoir quelques autres auteurs géniaux comme toi de France, qui parlent un peu sur des différences entre la campagne, la Provence, la capitale et d'autres autres questions. La question de la violence quand même, comme Édouard Louis et beaucoup d'autres. La question d'être étranger et gay comme Abdelataya par exemple. Comment tu vois le scénario français de la littérature pour parler de la sexualité maintenant? Alors, je pense qu'on est dans un moment qui est quand même assez libre en France, que la question du genre est quand même une question centrale. Maintenant, depuis une dizaine d'années, les questions du genre et donc des affirmations de genre sont beaucoup plus libres. Il y a plusieurs manières d'être, c'est-à-dire il y a des artistes, je vais parler des femmes, d'accord ? Il y a des artistes femmes qui disent qu'elles sont lesbiennes, mais ça ne se voit pas forcément dans leurs œuvres, ni dans leurs livres, ni dans leur... voilà. Donc il y a une dissociation entre l'affirmation sociale et l'œuvre. Donc j'ai des amies lesbiennes qui écrivent, mais on ne lit jamais leur homosexualité dans leurs livres, ou alors de manière extrêmement diffuse. Néanmoins, elles en parlent, ce sont des figures publiques qui viennent affirmer la liberté et l'homosexualité. Donc ça, c'est une manière de changer la société, évidemment. Et après, il y a des textes qui sont plus des récits, de la non-fiction, où là, des femmes homosexuelles parlent de leur expérience, de comment elles en sont arrivées à cette affirmation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt de la non-fiction qui me semble aussi extrêmement importante. Et puis, il y a, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire entrer, mais ça existe depuis très longtemps, mais que l'homosexualité existe dans la fiction, c'est-à-dire que ce soit des personnages de romans dans lesquels on puisse se projeter, qui soient homosexuels ou qui explorent toute forme de sexualité, parce qu'il me semble que ça ouvre un imaginaire qui est différent que celui du documentaire.
Eu perguntei um pouco para ela sobre a questão do cenário literário francês com relação às questões de gênero e sexualidade, porque, no caso da literatura, a gente que está aqui há 5 anos fazendo mix literário, a gente vai observando algumas tendências, de que a coisa começou a ficar mais forte nos últimos 10 ou 5 anos. Existe uma produção muito forte de livros que buscam ser identitários no sentido de colocar mais claramente, como a gente estava comentando, vilões e mocinhos, né? E que a gente está começando a receber traduções de outros autores do mundo. Você tem o caso de alguns autores franceses LGBTs, como Edouard Louis, que também fala da questão do campo e da cidade, como Abdelataya. E ela me falou 3 situações diferentes de como ela observa. Primeiro, que ela fala de amigos, amigas, principalmente escritoras, que tem feito, nos últimos anos, um trabalho de... Ela falou que está bem aberto para falar sobre essa questão da sexualidade, principalmente sobre a questão da transexualidade na França. Esse é o grande foco, é o grande tema nos últimos 10 anos. Porém, tem autores que são muito bem colocados, amigos dela, que eles já estão assumindo publicamente sua sexualidade, falando na mídia, na TV, não, eu sou gay, eu sou lésbica, mas que não necessariamente falam da experiência da homossexualidade ou da bissexualidade nos livros, apesar de falarem publicamente o que ela considera um importante trabalho social de toda forma, né? Misturando francês e português, e há, com certeza, também autores e autoras, ela cita principalmente, que estão preocupadas em mostrar essa questão da descoberta, da lesbiandade, da própria descoberta da sexualidade mesmo. Já estamos a 55 minutos, peut-être je vais ouvrir pour questions. Oui, très bien. Estamos aqui já há 55 minutos, né? Bastante tempo. Vamos pegar uns 5 minutinhos para, se vocês quiserem fazer alguma questão, alguma curiosidade. Não me abandonem, não me deixem na mão, hein? Se tem alguma questão para fazer para a Leonora, alguma coisa importante para perguntar, curiosidades. Uhum. A Leonor comentou que nas obras dela ela tem esse foco no corpo, porque na questão da música o corpo é importante para ela também. E aí eu fiquei pensando se em futuras obras, eu não sei, talvez em algum livro dela já na França que não veio para o Brasil ainda, ela trouxe a música para o livro de alguma outra forma, seja ou da importância da música para alguém, ou mesmo num personagem músico, alguma coisa assim. Elle t'a demandé, elle a repris la question du corps et de la musique, comment le corps, la musique aide l'expression du corps, être musicien. Et si tu as déjà exploré cette question dans quelques romans. Je me rappelle très bien que Victoire, oui, on n'a pas parlé sur. Alors, en effet, le roman que je suis en train d'écrire, c'est l'histoire d'une violoniste. Mais c'est la première fois que finalement je prends un personnage. Donc après, je crois que c'est mon 8e roman que j'écris. Et il a fallu tout ce temps pour que j'écrive l'apprentissage et que j'écrive un personnage qui vit complètement dans la musique. Mais sinon, non, la musique arrivait comme Victoire qui joue un peu du piano, ou dans Point Cardinal, il y a une musique de Mélodie Gardot qui est une sorte de leitmotiv, comme ça. Mais la musique jusqu'ici n'a pas été le centre, le cœur d'un roman. Sauf un roman à paraître, peut-être. Mais... Ela diz que, né, sempre apareceu pouquinho. Por exemplo, a gente falou do caso do Amour, que a personagem da Victoire, ela toca pouco de piano, isso é muito importante para a história, ela usa até também como espaço de libertação, tem a música que ela toca para Celeste, tudo mais, né?
No Ponto Cardeal, ela cita um outro momento também meio acessório, em que a música parece também importante, porque tem sempre uma música de uma cantora francesa clássica que aparece para o personagem do Laurent, quando ele está de mulher, quando ele começa a se vestir de mulher, mas que até então ela não tinha trabalhado tão fortemente mesmo essa questão, e que ela está fazendo isso no romance que ela está escrevendo agora, exatamente, o novo romance dela. Em que ela vai então colocar não só como um processo de aprendizado, mas uma pessoa vivendo totalmente no mundo da música. Je ne sais pas si tu pourrais parler un peu plus sur l'histoire du nouveau roman. J'aime pas trop parler des romans qui sont pas terminés parce que j'ai peur que ce soit. Mais ce que je peux dire, c'est l'histoire d'une femme violoniste, mais ça se passe à Venise en 1700. Donc je pars dans le passé et dans une ville qui, à ce moment-là, était très riche musicalement. É uma história, um romance histórico também que se passa em Veneza, se eu não me engano, no século XVII, e que, enfim, conta um pouco de uma história aí de uma musicista nessa época. Alguma outra questão? Obrigado pela apresentação. Uma pergunta sobre a França, talvez esteja vivendo recentemente algo também próximo que a gente também viveu, que é uma ascensão da extrema-direita, com a figura de Marine Le Pen, e cada vez mais essa extrema-direita ganhando projeção na vida pública e também estendendo as suas garras no meio literário, no meio cultural. E aí é uma pergunta, como é que você enxerga essa ascensão e essa presença, essa constante cada vez maior da extrema-direita dentro da vida pública e como da vida política, e como é que isso tem marcado a vida literária? Il te demande sur ce grandissement d'une classe conservatrice au monde et aussi en France, des gouvernements d'extrême droite, la menace de Marine Le Pen, par exemple. Et il te demande comment ce mouvement conservateur, comment tu vois l'influence de ces mouvements conservateurs, pas seulement à la politique, mais aussi à la culture en France. Alors oui, c'est terrible de voir l'extrême droite qui, à chaque élection, se rapproche. Bon, et pour l'instant, on est sauvé à la dernière minute de cet enfer de l'extrême droite et du racisme et de l'homophobie et de toutes les détestations de toutes les minorités. Donc ça, c'est effrayant, évidemment. Mais si je veux être très honnête, le milieu dans lequel je circule n'est pas du tout un milieu de droite. Donc en fait, je suis avec des gens qui me ressemblent. Je ne vais pas... Les gens d'extrême droite qui n'aiment pas la culture ne viennent pas me rencontrer, et moi, ils ne m'intéressent pas, donc je ne les vois pas. Et je me sens toujours absolument libre d'écrire et d'exister et je pense que, évidemment, c'est dans ces moments-là que c'est encore plus nécessaire de le faire. Donc, on voit on voit que c'est possible que ça arrive, et pour l'instant, ça n'est pas là. Sauf que ça veut dire, certainement comme au Brésil, que la société française est quand même complètement divisée en deux. Et que la communication entre ces deux espaces n'existe pas. Donc ça, c'est terrifiant. Mais je pense que le rôle des artistes, c'est de continuer d'être eux-mêmes et de continuer de créer. Parce que la résistance, elle est là. É uma situação que realmente é terrível, que assusta bastante, né? Essa escalada da extrema-direita. A França, como outros lugares do mundo, está completamente cindida em dois, né? Ela comenta. E eu acho que, como no Brasil também, existe uma dificuldade muito grande de diálogo
entre esses dois extremos, né? Ela fala, eu só convivo com gente que não é da extrema direita, ninguém frequenta a minha casa, eu não encontro com ninguém. Ela fala, eu consigo viver sem me encontrar com ninguém dessa extrema direita, e ela diz que ela continua sentindo uma liberdade muito grande de criação nos meios artísticos que ela frequenta, e que ela acha que esses artistas estão querendo resistir cada vez mais, né? Então, ela não comentou nada sobre políticas públicas, mas sobre a questão existe uma resistência dos artistas para isso. Et je veux juste ajouter que la culture est quand même très aidée en France. L'État soutient les artistes par des commandes, par un système pour les musiciens de l'intermittence du spectacle. Enfin, il y a quand même un soutien de l'État, un soutien public pour la création. Et ça permet encore aux artistes d'écrire et de créer. É uma coisa importante que ela disse, que a França, né, apoia muito a cultura, apoia muito os artistas, tem muitas políticas públicas. Então, por mais que tenha um governo conservador, essa estrutura está mantida, né? Mais alguma questão? Mais alguma questão? Não? Est-ce que vous avez quelque chose à dire d'important sur les deux romans que vous voulez que les Brésiliens savent un peu plus, quelques détails, quelque chose de plus? Non, je crois que la conversation a été tout à fait fructueuse et non, juste redire que c'est un grand plaisir pour moi d'être au Brésil et de voir que la littérature traverse les océans dans un sens et dans l'autre, et de pouvoir continuer de parler ensemble et de partager. Je pense que c'est riche pour tout le monde. Perguntei para ela se ela gostaria de falar mais alguma coisa, especificamente sobre os livros, para os leitores brasileiros, né? E ela falou que não, que ela está extremamente contente de estar aqui no Brasil, né? Essa magia dos livros poderem atravessar os oceanos e a gente poder se encontrar para falar de literatura, e que ela espera, né, que a gente continue esse diálogo. Merci. Merci beaucoup.